Depuis 2020, l'Agence française de développement, en partenariat avec les éditions La Découverte, publie ensemble un volume collectif publié chaque année dans la collection Repères et qui fait office maintenant de référence, l'économie africaine, dont les économistes et chercheurs experts de l'Afrique se sont penchés sur les grandes thématiques qui concernent le continent, des questions autour de l'impact de l'émergence de l'intelligence artificielle sur son développement, sujet auquel nous dédierons notre prochain épisode de Grande Ligne, mais aussi des réflexions autour de ses enjeux, de son positionnement dans le concert des nations, ou encore de la participation internationale d'une recherche africaine indépendante. Autant de sujets que nous vous invitons à découvrir à la lecture de cette nouvelle mouture de l'économie africaine. Grande Ligne, le podcast de la recherche sur le développement. Et aujourd'hui, avec nos invités, nous allons vous présenter les grandes tendances macroéconomiques de l'Afrique, un chapitre qui ouvre traditionnellement cette publication incontournable. Nos deux invités pour en parler aujourd'hui sont Françoise Rivière, docteure en économie du développement de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Françoise Rivière est responsable de la cellule économie et stratégie au sein du département Afrique de l'AFD depuis 2020 et surtout, elle est co-autrice de ce chapitre sur les grandes tendances macroéconomiques en Afrique. Nous recevons aussi Maxime Thérieux, macroéconomiste à l'AFD, expert des économies des pays en développement et des problématiques d'endettement souverain. Bonjour Françoise, bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour Sabrina. Bonjour Sabrina. Oui. Bienvenue à vous deux dans Grande Ligne. Donc pour commencer, nous allons dire que effectivement, on espérait beaucoup que l'année 2024 serait moins éprouvante que l'année 2023 pour l'économie mondiale. Mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Comment cela se traduit-il sur les grandes tendances des économies africaines, tout d'abord ? Et puis, est-ce que vous pourriez nous dire s'il existe des différences significatives entre les régions ? À vous, Françoise ? Merci. Alors, comme vous l'avez dit, on s'attendait à ce que l'année 2024 soit avoir une croissance, meilleure croissance en 2024 qu'en 2023 au niveau de l'économie mondiale, mais cela n'a pas été le cas, comme vous l'avez dit. Alors, ceci dit, la plupart des économies africaines ont fait preuve d'une résilience notable, et ce, malgré les défis structurels bien ancrés que l'on connaît, et une sensibilité particulière aux chocs exogènes qui se sont succédés au cours des 4 dernières années. Je ne vais pas les rappeler, vous les connaissez, la crise sanitaire, le conflit russo-ukrainien, etc. Alors, la croissance est restée à peu près stable à 3,1% en 2024, après 3,1% en 2023. Je tiens à préciser ici que le périmètre géographique de notre chapitre concerne le continent africain. Donc, ça n'est pas comme le FMI qui fait des études sur l'Afrique subsaharienne et a un rapport sur l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Nous, on synthétise les données de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne. C'est pour ça que vous pouvez voir des différences entre le taux de croissance de l'Afrique continentale, qui est de 3% en 2024, et le taux de croissance de l'Afrique subsaharienne, donné par le FMI, qui est de 3,6. Cela est dû à une croissance moindre de l'Afrique du Nord. Je reviendrai brièvement là-dessus, quand on parlera des différences entre les régions. Oui, c'est-à-dire que l'AFD a cette approche toute Afrique, ce qui n'est pas le cas donc, de la Banque mondiale ou du FMI, par exemple. Du FMI ou d'autres. Ce qui donne un peu plus de travail aux statisticiens et aux économistes de l'AFD. Mais qui a une logique malgré tout. Alors, ceci dit, on a quand même plus de la moitié des pays africains qui ont eu une croissance supérieure en 2024 comparée à 2023. Mais cette croissance n'a pas suffi à compenser la croissance démographique, ce qui fait que le PIB par habitant reste globalement inférieur à ce que l'on observe dans d'autres régions, même dans les pays qui ont des taux de croissance relativement élevés. Alors, les différences entre régions, les sous-régions du continent, telles qu'on les définie à l'AFD, donc les 6 grandes régions, vous connaissez, Afrique du Nord, je ne vais pas toutes les détailler, mais il y en a 6, regroupent des pays aux trajectoires différentes, pour ne pas dire divergentes, qui mettent en exergue la résistance de certains pays, tout comme les vulnérabilités d'autres. Et elles sont pour partie liées à la structure de ces économies. Et ici, on marque une différence qui est désormais bien connue en sciences économiques entre les pays riches en ressources naturelles et les autres pays qui sont plus diversifiés. Les premiers étant davantage soumis aux aléas de la conjoncture internationale et à la variation des cours notamment, tandis que chez les seconds, on observe dans l'ensemble, et notamment sur longue période, c'est ça qui est intéressant, une croissance du PIB plus solide que les autres pays.
Alors, pour revenir aux régions, c'est quand même en Afrique de l'Est que les perspectives de croissance sont les meilleures. Elles sont même supérieures à 6% du PIB à Djibouti, en Éthiopie, au Rwanda et en Ouganda. Tandis que, à l'inverse, les pays du Golfe de Guinée, les pays d'Afrique australe et les pays d'Afrique du Nord, je les évoquais tout à l'heure, ont vu leur croissance décélérer. Alors, un petit mot sur les pays diversifiés. Seule l'Afrique du Sud se démarque dans ce groupe de pays, avec une croissance qui plafonne péniblement à 1%, et ce, en raison de difficultés logistiques et d'approvisionnement énergétique qui ont frappé le pays en 2024, et qui durent depuis un certain nombre d'années, mais en 2024, en 2023 et 2024, ça a été particulièrement fort. Pour les pays pétroliers, pays donc dépendants de ressources extractives, on a observé une croissance plus élevée que la moyenne des pays africains, à 3,7%. Ceci est dû à l'augmentation du prix du pétrole. Fait figure d'exception particulièrement le Niger, qui connaîtra a priori, quand les chiffres seront consolidés, la croissance la plus forte de la région, avec 10% en 2024, grâce notamment à la mise en service de projets gaziers et pétroliers. D'accord, donc je vois qu'il y a en fait des situations économiques très différentes et très fragmentées sur le continent, mais pourtant on voit qu'il y a un sujet central qui semble toucher toute l'Afrique, c'est l'inflation, donc qui est redevenu un sujet tout à fait essentiel et central, donc pour beaucoup d'économies, surtout depuis 2022, et notamment en Afrique, comme on le disait. Et qu'en est-il exactement donc sur le continent de ces problèmes inflationnistes, Maxime ? Alors effectivement, l'inflation est un sujet dans toutes les économies du monde depuis 2022 et la sortie de Covid. On l'a vu notamment dans les économies avancées aux États-Unis et en Europe, entre autres. Pour ce qui est de l'Afrique, ça s'est propagé à la majorité des économies africaines en sortie de Covid, à la fois par une reprise de la demande et aussi parce que on a eu, en raison de la pandémie et aussi de la guerre en Ukraine, des sujets côté offre, des goulets d'étranglement avec des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement qui se sont répercutés sur différentes économies. Mais en Afrique, ça a été assez marqué. L'inflation qui était de l'ordre de 24% en moyenne annuelle en 2023 est restée à peu près à ce niveau sur 2024, ou en tout cas lorsqu'on aura les chiffres définitifs, mais on est effectivement sur un même ordre de grandeur. Ce qui contraste en partie avec ce qu'on a pu voir dans d'autres économies. Pour ce qui est du continent africain, le sujet reste d'importance, à la fois pour ces problématiques de demande, mais surtout d'offres, avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement que je viens d'évoquer, avec notamment encore des sujets côté offre sur les prix alimentaires. Comme les aliments comptent pour une partie en général très importante, en tout cas majoritaire du panier de consommation, forcément les répercussions d'une hausse sur le panier alimentaire impactent tout le panier moyen. Ce qui explique donc que ce niveau reste encore élevé en termes d'inflation pour 2024. Alors on a aussi des spécificités, parce qu'on a une hausse de l'inflation dans environ 15 pays du continent, alors que pour une bonne partie des autres pays, on est plutôt sur une tendance stable ou baissière. Ce qui veut dire que si on prenait juste au niveau des pays, on serait plutôt sur une tendance baissière, mais évidemment quand on fait au global, à la moyenne, on a quelques pays qui ont largement tiré l'inflation. L'inflation moyenne du continent, à la fois pour ces problématiques de demande, mais aussi parce que des pays ont subi des dévaluations importantes de leur monnaie. Et donc ça crée ce qu'on appelle l'inflation importée, avec un taux de change qui se déprécie. Les biens importés coûtent beaucoup plus cher en monnaie locale, et donc sont répercutés par les producteurs aux consommateurs et explique en bonne partie cette inflation. C'est notamment le cas de l'Égypte et du Nigeria, qui ont vu des dépréciations ou des dévaluations très élevées, de plus de 50% de leur monnaie depuis 2023
Et encore en 2024, donc on se retrouve à des niveaux d'inflation de l'ordre de 30% par an dans ces deux pays. C'est aussi le cas de l'Angola, alors là qui est plus touché par des problématiques de prix alimentaires, comme je l'évoquais. On a aussi des pays qui ont mis fin à des subventions énergétiques et donc qui mécaniquement entraînent des hausses des prix. Donc pour toutes ces raisons, on voit encore une inflation qui, en moyenne, reste à un niveau élevé en Afrique. C'est un des enseignements aussi du chapitre qui est présenté donc, en ouverture de l'économie africaine 2025. C'est que cette question du financement donc, reste un enjeu majeur pour le continent. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce point ? Alors le financement, en tout cas notamment le financement des États, hein, du besoin de couverture des déficits publics et du refinancement des dettes des États, reste un sujet d'attention particulière en Afrique notamment. Les pays africains ont pendant les années 2010 réussi à se diversifier en termes de ressources de financement pour couvrir leurs déficits budgétaires et aller au-delà de leurs marchés domestiques ou régionaux en trouvant de la liquidité auprès de nombreux créanciers internationaux, donc au-delà aussi des créanciers traditionnels que sont le FMI, la Banque mondiale et les bailleurs de fonds comme l'AFD. L'idée pour un certain nombre d'États a été de diversifier les ressources, souvent à des taux compétitifs qui ont été donc apportés par ce qu'on appelle les porteurs d'obligations, donc qui permettaient aux États d'émettre des euro-obligations sur les marchés internationaux et aussi d'aller se financer auprès de nouveaux bailleurs tels que la Chine ou l'Inde. Cette situation s'est sensiblement inversée à la sortie de la pandémie, avec une fermeture notamment des marchés de capitaux internationaux pour les pays considérés plus risqués, notamment en Afrique. Des pays qui faisaient face à une hausse de leur endettement public, alors qu'au début des années 2010, bon nombre de pays africains avaient bénéficié d'un allègement de leur dette publique, ce qui leur avait permis de présenter un profil, une capacité d'endettement beaucoup plus élevée. La décennie 2010 a montré que en fait, les pays ont commencé à se réendetter substantiellement et la pandémie a mis un coup d'arrêt à la capacité d'endettement et de refinancement de la dette publique. Donc on se retrouve avec aujourd'hui plus de la moitié des États africains qui sont soumis à ce qu'on appelle une analyse de viabilité de la dette du FMI, qui sont considérés en situation de surendettement public ou à risque de surendettement. Et c'est pour ces pays, évidemment, tout un tas de difficultés à boucler ou à combler en tout cas leur déficit budgétaire. Et donc j'évoquais la fermeture des marchés internationaux, fermeture notable notamment entre la moitié de 2022 et la fin de l'année 2023. Le message positif, en tout cas, c'est qu'on a vu une détente relative, mais une certaine détente avec un retour sur les marchés internationaux d'un certain nombre d'États comme le Bénin, le Kenya et la Côte d'Ivoire notamment, qui ont réussi à émettre à nouveau des euro-obligations sur la première partie de l'année 2024, donc ce qui est un signal positif d'un retour quand même de la liquidité pour ces pays. Mais cela étant, on reste sur des taux d'intérêt qui sont assez élevés, donc qui vont peser dans les finances publiques de ces pays et qui restent évidemment à surveiller. D'accord, et les bailleurs traditionnels dont vous avez parlé auparavant, on peine aussi un petit peu aussi à répondre à ce besoin d'endettement, même s'il y a un petit mieux, comme vous le disiez. Donc on peut se poser la question sur comment diversifier les sources de financement, hormis ce qui a été cité auparavant, pour le développement en Afrique. Et évidemment, un des secteurs auxquels on peut penser, c'est le secteur privé. En Afrique, quel rôle peut-il jouer dans cette diversification des sources de financement donc pour les pays africains ? Françoise, peut-être pourriez nous éclairer sur ce point ?
Les besoins de financement sont énormes, hein, on l'a dit précédemment, que ce soit dans les investissements dans les infrastructures, dans l'éducation, les secteurs sociaux, l'accès aux services essentiels, mais également pour lutter contre le changement climatique dont on sait qu'il a des effets délétères sur les économies qui sont touchées par une catastrophe naturelle, par exemple. Le CPI, donc le Climate Policy Initiative, montre que pour la mise en œuvre des objectifs de lutte contre le changement climatique, tels que définis dans les contributions déterminées au niveau national appelées CDN, nécessiterait de mobiliser pas moins de 2800 milliards de dollars américains entre 2020 et 2030. Il en manque à ce stade 2500, donc 2500 milliards, donc on est quand même loin du compte. Sous-exploité d'investissement et de croissance en Afrique, l'Afrique attire seulement 2% des investissements directs étrangers mondiaux. Ça représente à peu près aussi 2% du PIB continental. Et le ratio investissement sur PIB, donc ce qu'on appelle le taux d'investissement, est autour de, en moyenne, 13%, ce qui est bien en deçà de ce qu'on observe dans les autres régions. Et je ne parle pas seulement de l'Asie, même l'Amérique latine, etc. Le secteur privé a certes un rôle central dans le financement direct du développement, mais il a également un rôle dans le financement des ressources publiques, à travers notamment l'impôt levé. Bon, plus on insiste, et je parle de secteur privé formel, bien évidemment, à travers la fiscalité. Alors, les institutions financières internationales peuvent jouer un rôle de catalyseur pour le développement du secteur privé, avec un effet de levier. Et elles peuvent aussi jouer un rôle pour restaurer la confiance des acteurs internationaux, puisque l'on sait que l'un des principaux freins aux investissements du secteur privé ou dans le secteur privé est la perception qu'ont les acteurs du risque associé à ces investissements. On a beaucoup de rapports de l'OCDE là-dessus, sur la notion justement de perception chez les différents acteurs. L'extension des activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en Afrique du Nord au début de la décennie 2010, puis, comme ce sera le cas en 2025, dans 6 pays d'Afrique subsaharienne, 3 anglophones et 3 francophones d'ailleurs, confirme la priorité donnée au développement du secteur privé africain par certaines banques publiques de développement. D'accord, très bien. Et donc, évidemment, vous pourrez lire dans l'économie africaine 2025 le détail et les exemples donnés par Françoise avec plus d'informations et de chiffres. Et on va peut-être conclure cet épisode de Grandes Lignes pour finir sur une note positive, même si les perspectives du secteur privé peuvent déjà donner une certaine note d'espoir. Selon vous deux, Maxime et Françoise, quels sont les secteurs économiques qui seraient porteurs et les opportunités économiques qui émergent sur le continent dans cette année à venir ? Qui veut commencer, Françoise ? Alors, l'un des principaux défis, on l'aura compris, des économies africaines est la diversification et la transformation productive des matières premières, qu'elles soient agricoles ou minières, avec la création notamment de chaînes de valeur au niveau sous-régional et continental. Un rapport très intéressant de l'OCDE a été publié en 2022, qui s'appelle « Dynamique de développement en Afrique, des chaînes de développement régionales pour une reprise durable ». Ce rapport a 2 intérêts. Il permet de tirer les leçons des expériences de 5 régions du continent, donc Afrique australe, centrale, de l'Est, du Nord et de l'Ouest, pour émettre des recommandations en matière de politique publique qui soient adaptées à chaque économie, à chaque spécificité, aux spécificités de chaque économie. Et il permet en outre de partager les bonnes pratiques dans plusieurs filières. Donc c'est du concret, donc ils ont étudié les filières agroalimentaires, bois, énergie, entre autres. Donc celle-là, c'est vraiment du concret. Ce ne sont pas des incantations, etc. Puisqu'évidemment, toute diversification, toute transformation culturelle doit être accompagnée par des politiques publiques en matière d'éducation, de formation, en matière d'infrastructure, en matière de fiscalité. Enfin, tout ça constitue un ensemble. Donc il s'agit aussi de sensibiliser les États au rôle qu'ils peuvent avoir dans ce processus. Alors, enfin, entrée en vigueur en janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine, qu'on appelle plus communément la ZLECAf, représente un espoir pour beaucoup d'Africains, car elle permettrait de créer de nouvelles opportunités pour accélérer la transformation productive en développant les réseaux régionaux de production. Donc un commerce intra-africain, en fait. Intra-africain. Alors, idéalement continental, mais on sent bien qu'au départ, ça va être des échanges plutôt sous-régionaux, avec là aussi, et l'AFD finance aussi des corridors qui permettent aux pays
de pouvoir avoir des relations commerciales entre eux plus facilement, etc. Parce que ce sont aussi les entraves à la circulation. Ce ne sont pas seulement des droits de douane, etc., qui permettent de libéraliser le commerce, mais les entraves physiques. Les infrastructures. Les entraves mentales aussi, peut-être aussi parfois, qui sont des freins aux échanges. Alors c'est l'agenda 2063, je crois, de l'Union africaine. Il est en cours. Beaucoup de pays ont adhéré à ça. Il y a des études. Nous-mêmes, on travaille à l'AFD avec l'Union africaine sur certains aspects de cette zone d'échange continental. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Et Maxime, est-ce que vous avez dans votre viseur d'autres secteurs qui pourraient émerger et offrir de nouvelles opportunités économiques au continent ? Oui, alors à l'AFD et notamment au département de la recherche macroéconomique, on prend de plus en plus en compte les risques physiques climatiques et les risques de transition bas carbone dans nos analyses pour apprécier à la fois les risques et les opportunités pour un certain nombre d'économies. Et s'agissant de l'Afrique, on peut souligner quelques pays qui pourraient faire de la transition bas carbone une opportunité. On a notamment le cas de la République démocratique du Congo, donc la RDC, le Niger et le Mozambique qui semblent avoir des stratégies ambitieuses de réduction des émissions tout en mettant l'accent sur des nouvelles industries ou des nouvelles technologies, donc à la fois avec une baisse de la déforestation ou une reforestation, une agriculture plus soutenable et la promotion des énergies renouvelables. Donc ça, ce sont des secteurs évidemment qu'on voit dans d'autres pays, mais pour le cas africain, on a des exemples de pays effectivement qui peuvent saisir des opportunités qui historiquement sont souvent relativement faiblement émissifs à l'échelle mondiale et qui pourraient saisir l'opportunité de la transition bas carbone pour justement diversifier leurs économies et monter aussi en gamme comme le soulignait Françoise. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de souligner que la transition bas carbone présente une opportunité. D'accord, très bien. Françoise, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot ? Non, tout à fait d'accord. Peut-être un mot sur l'agriculture dont on n'a pas suffisamment parlé, parce qu'on dit souvent que le poids de l'agriculture est très important, mais il faudra aussi nourrir les populations, peut-être en transformant plus les modes de produire, en transformant plus les produits sur place dans les pays, etc. Mais je pense que l'agriculture ne doit pas être négligée non plus comme secteur d'avenir. Ouais, au-delà de l'industrie agroalimentaire, en fait. Merci mille fois pour cet échange donc, sur les enjeux économiques du continent. Vous retrouverez dans la description de l'épisode le lien pour vous inscrire à la conférence de lancement de l'économie africaine 2025 qui se tiendra le 23 janvier prochain. Et nous aurons d'ailleurs le plaisir de vous y retrouver, Françoise. Vous pourrez également trouver le lien pour vous procurer l'ouvrage dans son intégralité et avoir accès très vite à la version en libre accès de l'économie africaine 2024. C'était donc Grande Ligne, un podcast des éditions AFD, créé par Elsa Murat, produit et réalisé par Étienne Charrière, avec Niwin, montage Éric Thauvin et au micro Sabrina Adjadjaoul qui vous dit à très bientôt sur vos plateformes d'écoute favorites.